Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Burkina Info dans ce nouveau numéro de Dossier Brûlant, votre émission qui analyse, décrypte et qui passe en revue les sujets d'intérêt national. Ce soir, dans ce numéro, on parle de la laïcité de l'État, plus spécifiquement des risques qu'il encourt. En effet, la laïcité, qui est un socle du vivre ensemble harmonieux consacré par la loi fondamentale du Burkina Faso, est malheureusement mise à rude épreuve depuis quelques années, notamment par les affres du terrorisme. Un proverbe Mouaga enseigne de ne pas laisser entrer le fantôme dans la maison avant de chercher à fermer les portes, d'où l'intérêt de cette émission. Ce soir, je suis en compagnie de trois invités, je m'en vais vous les présenter. Je vais commencer par ma gauche avec le professeur Alkassoum Maïga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lassane. Vous êtes enseignant, chercheur à l'université Joseph Kizerbo au département de sociologie. Vous êtes expert en sociologie, environnement et éducation. Vous avez conduit plusieurs productions dont Revue du CAMES, Nouvelles, Sciences sociales et humaines. Et puis vous êtes, vous étiez ministre chargé de l'enseignement supérieur. Merci à vous. Merci. Vos vis-à-vis, je commence par l'abbé Jean-Baptiste Sanou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, enseignant-chercheur à l'université Saint-Thomas d'Aquin et vous avez conduit un groupe de travail sur l'état des lieux, sur la laïcité. Voilà, une étude lancée par le CAPES. Voilà, vous étiez président de ce comité-là. Et puis, le troisième invité, Ismaël Tiendremego. Bonsoir. Bonsoir. Imam au CERFI, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique, et à l'AMB, qui est l'association des élèves et étudiants musulmans au Burkina. Vous êtes juriste de formation. Exact. Et vous êtes le directeur du cabinet d'innovation, de conseil et de pratique RH. Exact. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire de la pédagogie. On va vous demander, c'est quoi un État laïque, professeur? Bien, je vous remercie pour cette opportunité que vous nous offrez de pouvoir échanger sur une préoccupation du moment, qui est la question de la laïcité. Alors, pour définir la laïcité, il faut imaginer qu'il y a une société religieuse, il y a une société civile. Donc, la laïcité consiste donc à avoir une espèce de séparation entre la société religieuse et la société civile. Donc, c'est un processus de désacralisation de la société civile. Mais il y a deux principes là-dedans, deux options possibles. La première option, c'est de dire que la société civile n'a pas d'interférence à faire dans la société religieuse, et donc l'État, qui est le garant de la société civile, laisse les religieux gérer leurs affaires entre eux. Et ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, qui est la deuxième option, c'est de dire que l'État décide de ne pas s'abstenir d'interférence, mais c'est de faire un traitement égalitaire entre les religions. C'est-à-dire que du moment où l'État a fait le choix de ne pas faire une séparation entre la société civile et la société religieuse, je ne dois pas traiter différemment les musulmans, les catholiques, les protestants. Donc quand on observe, je pense bien qu'au niveau du Burkina Faso, c'est la deuxième option, le deuxième principe qu'on a choisi d'appliquer, parce qu'il y a évidemment une interférence régulière entre les deux, voilà, entre l'État. Voilà. Okay. Il a parlé des principes, ce sont des principes justement qui régissent la société, enfin la laïcité, monsieur l'abbé, oui. La non-ingérence dans les affaires. Voilà, la non-ingérence dans les affaires. Mais en fait, il faut dire que c'est un principe qui permet d'organiser les libertés, la coexistence des libertés. Bon, après, il y a les différentes sphères dont il a parlé, en l'occurrence les deux sphères, la sphère politique et la sphère religieuse, et dont il faut maintenant articuler la relation. Et je suis d'accord avec lui que chez nous, ce n'est pas la séparation nette, c'est plutôt une laïcité de collaboration. Et voilà, je pense que c'est plutôt le terme qui convient, puisque en fait, les deux sphères restent quand même autonomes. Voilà, il n'y a pas d'ingérence en principe en matière de doctrine, sauf quand l'ordre public est menacé, et l'État ne peut pas s'ingérer dans le culte d'aucune des religions, et vice-versa, en principe, les religions ne devraient pas s'ingérer dans la politique. Okay. Et voilà.
Mais il faut signaler que l'articulation, disons, l'organisation de la coexistence des libertés, c'est quand même fondamental. C'est souvent là aussi qu'il y a conflit. Parce que vous voyez, la liberté de croyance, la liberté de religion va quelquefois s'opposer à la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et là, il faut que la seule limitation soit en ce moment la norme commune, c'est-à-dire la loi. Okay. Imam Ismaël, partagez la même opinion. Juste avec quelques éléments de détail à préciser. D'abord, c'est comme on l'a dit, la non-immixtion du public dans le domaine du sacré, sauf dans 3 cas, l'ordre public comme on l'a rappelé, la sécurité nationale et bien évidemment aussi la santé publique. Ce sont les éléments dans lesquels on peut intervenir pour mettre au-delà à la liberté religieuse dans l'état du Burkina que nous connaissons. On se rappelle par exemple que sous Djibril Bassolé, il y avait eu un regroupement de religieux vers Bobo qui voulait faire un camp de nudisme. Et à l'époque, bien évidemment, c'était l'ordre public moral qui avait été mis en avant pour interdire la tenue de cette activité-là. Donc de la même manière également, on dira que le religieux ne doit pas interférer dans la gestion des affaires publiques. Mais comme on l'a dit, nous avons vu que par plusieurs fois, des crises ont eu lieu au Burkina Faso et on a activé le ressort du religieux pour permettre d'avoir un certain apaisement, parce que quoi que l'on dise, une des études là qui a été commanditée par le CGD a montré que les leaders religieux sont de loin les plus écoutés dans l'environnement du Burkina Faso. Donc à l'occasion, ils sont sollicités pour délivrer des messages de cohabitation, d'apaisement lorsque certaines crises interviennent, qu'elles soient sociales ou qu'elles aient une connotation plus ou moins politique. La laïcité, ce n'est pas l'absence de la religion, cela s'entend. Non, quand on parle de laïcité, en réalité, ce n'est pas l'absence de la religion. Parce que vous savez que toutes les conventions internationales assurent à l'homme la liberté, comme on l'a dit, de croire ou de ne pas croire, la liberté d'opinion, comme on l'a dit. Et nous avons également des conventions auxquelles le Burkina Faso est parti, qui interdit aux États signataires, principalement au Burkina, puisque nous sommes des Burkinabés, qui interdit donc au Burkina de porter atteinte à la liberté de culte, individuellement ou collectivement, en privé ou en public. Donc on doit permettre aux uns et aux autres de vivre leur foi en public comme en privé, et comme nous y engagent justement ces conventions sur la non-discrimination signées sous l'égide des Nations Unies. Professeur, je crois savoir que la laïcité du Burkina, je peux me tromper, a été calquée sur le modèle français. Oui, voilà, qui a sa réalité sociologique, je vais parler du modèle français. Oui, mais c'est sûr, parce que quand on regarde ce qui se passe en France également, c'est ce modèle de collaboration-là, où l'État se donne les moyens de contrôler même les discours religieux. Parce qu'ils ont fait l'option, eux, d'aller avec les imams marocains pour encadrer les imams qui sont en France. Parce que pour eux, c'est le modèle de tolérance. Parce que, vous voyez, dans certaines contrées, ce n'est pas le cas. Et donc, la formation continue des imams, quand on va être dans cette collaboration-là, c'est que le discours de toutes les religions, sans être sous contrôle absolu, on doit se préoccuper de comment est-ce que le discours est modelé pour qu'il ne jette pas l'huile sur le feu. Et ça, c'est à l'État de jouer ce rôle. C'est à l'État de jouer ce rôle-là. Parce que quand vous décidez de dire que, bon, je vais traiter de façon égalitaire, je dois faire en sorte également qu'il n'y ait pas des gens qui aient des propos qui vont mettre à mal la cohésion nationale. Mais d'où vient cela? Parce que c'est un leurre de toutes les façons de penser qu'on peut faire une séparation nette entre religion et politique ou idéologie. Parce que du point de vue anthropologique, il y a ce qu'on appelle les systèmes de représentation. Et dans les systèmes de représentation, c'est la religion, c'est l'idéologie, c'est la science, c'est le mythe, c'est la magie, c'est la légende. Alors, ces différentes branches sont faites pour donner de la cohérence à l'être sur Terre. Parce que l'homme de tout le temps se pose la question d'où je viens, où je vais, et il a besoin de comprendre tout ce qui se passe. Alors, il y a l'explication scientifique. Okay. Mais si l'explication scientifique ne suffit pas, il faut passer à une autre explication. Et on va passer à l'explication religieuse. Après, on va passer à l'explication idéologique. Après, à l'explication par le mythe. Alors, je vous donne l'exemple. Quand vous regardez chez les Gourmandchés, ils disent que Diaba Lompo est descendu du ciel. Et on vous montre même l'arbre. Parce qu'une fois qu'ils citent leur arbre généalogique et qu'ils arrivent à Diaba Lompo, ils sont bloqués. Et ils ne peuvent pas dire Diaba Lompo, il vient de qui? À ce moment-là, le mythe est créé de dire, bon, lui, on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, donc il est descendu du ciel.
Donc ce mythe-là permet aux gens de comprendre et finalement de se satisfaire de cette explication. Okay. Deuxième des choses, c'est la question de l'éloignement du ciel et de la terre. Alors, vous voyez, il y a des mythes fondateurs qui permettent de dire que le ciel était très bas à côté et qu'on pouvait même lever la main et on touchait le ciel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, une bonne femme qui pilait son mule a jeté son pilon qui allait toucher le ciel et ça a offensé les dieux. Donc, les dieux étant offensés, ils ont soulevé le ciel pour le mettre hors de portée de la main de l'homme. Et une fois qu'on vous dit ça, vous allez vous élever à l'infini, vous n'allez pas voir le ciel, mais vous allez continuer à croire que le ciel existe parce que Dieu qui a le pouvoir d'ordonner les choses a tout simplement fait en sorte qu'on ne puisse plus le toucher. Donc souvent, vous pouvez comprendre qu'on dit qu'il y a 7 terres, il y a 7 cieux, vous comprendrez pourquoi on dit cela. Ok. Justement, sur l'aspect sociologique, je disais que le modèle a été calqué sur le modèle français qui a sa réalité sociologique. Je crois que c'est né aussi d'une rupture entre l'Église et puis les révolutionnaires. Mais en même temps, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que notre modèle, si la laïcité au Burkina, a pris en compte nos réalités sociologiques? Oui, bien sûr qu'au moment où le texte se prenait, parce que en fait, qu'est-ce qui est la réalité ici finalement? Parce que quand vous avez une diversité de nationalités, moi je ne parle pas d'ethnie, le terme soft c'est la nationalité, vous avez près de 60 groupes qui ont tous leurs réalités. Mais de quelle réalité pouvons-nous parler finalement? La réalité que nous avons, c'est notre héritage collectif, qui est l'héritage que nous avons acquis des colonisateurs. Et donc finalement, vous voyez, c'est en français que nous exprimons. Mais si chacun devait parler sa langue, nous sommes 4 ici, je ne suis pas sûr qu'on puisse se comprendre. Et donc, quel est le référent commun, le fonds culturel commun que nous avons? Le problème, c'est que nous sommes des États-nations, où effectivement, on n'est pas arrivé à créer la nation comme il le faut pour qu'on ait des référents qui puissent nous dire ça correspond à la réalité burkinabé. Donc je dis, par rapport au contexte du moment... La religion n'est pas aussi un aspect sociologique qu'il fallait prendre en compte? Oui, la religion, en fait, c'est-à-dire que du moment où nous avons toutes nos religions qu'on avait de par le passé, qui ont été décriées par ceux qui venaient avec des religions révélées. C'est-à-dire, ça a été considéré comme étant finalement des façons de faire, des pratiques qui ne sont pas en cohérence à ce que Dieu veut. Bon, parce que la magie, c'est une forme de croyance. Expliquer des choses par la magie. Quand quelqu'un meurt dans un village brutalement, et que la science n'arrive pas à expliquer, et que du point de vue religieux, on n'arrive pas à expliquer, bon, on dira, c'est un phénomène magique. Bon, on va accuser le voisin, ou les vieilles dames qu'on amène à Tanguin, qui sont considérées comme étant des sorcières. Donc, vous voyez, il y a tout ceci. Donc, en termes de référents de religion traditionnelle ou coutumière, c'est-à-dire que les religions révélées ont quelquefois rudement critiqué ces façons de faire, mais dans certains pays, ils ont réussi à faire ce qu'on appelle le syncrétisme religieux, qui puisse permettre de faire une coexistence ou même de pêcher dans les zones traditionnelles des pratiques qu'on peut donc incorporer. Quand on n'a pas ça, c'est-à-dire que pour le moment, vous vous appelez Lassane, vous n'avez pas demandé ce nom. Moi, je m'appelle Al-Kassoum, je n'ai pas demandé. C'est-à-dire que la religion est devenue notre héritage familial. Okay. Parce que dès que les parents ont un enfant, ben, chez les musulmans, dans une semaine, le nom est là. Chez les catholiques, déjà, le même jour où tu es né, tu as ton nom et puis on t'appelle un tel et tu réponds de ce nom. On a pris conscience un jour qu'on s'appelle Lassane Al-Kassoum ou quelque chose comme ça. Mais finalement, la religion, c'est un héritage familial. Et même si c'est une religion révélée, aujourd'hui, ça rentre dans notre patrimoine. Et quand vous voulez changer de religion, quelquefois, vous verrez que la famille a fait un conseil de famille pour vous dire qu'il n'est pas question que quelqu'un change de religion dans cette famille-là. Et bon, si vous êtes à cette étude, vous pouvez le faire. Il y a de ces familles, Ismaël Tiendrebego. Finalement, est-ce que l'État burkinabé ne s'est pas adapté à la tradition chrétienne? Je vais parler sous la forme de la laïcité. Étant donné que le modèle a été calqué sur le modèle français qui est quand même d'origine chrétienne. C'est ça. Donc effectivement, il y a cet aspect-là à rappeler. Et rappeler aussi que de par l'histoire, nous avons été, entre guillemets, sous juridiction française. Parce que jusqu'en 1960, nous avions les mêmes lois, nous avions les mêmes
les mêmes jurisprudences, donc les décisions des cours et tribunaux suivies dans une matière donnée. Donc ça veut dire que nous avions un certain patrimoine commun. Comme vous l'avez rappelé, la France a une tradition chrétienne, donc les jours de la semaine, et la célébration de certaines fêtes, voilà, l'organisation même de la vie pratique, bien évidemment, ça va reposer sur ces aspects. C'est vrai que la loi de 1905 a tenté de casser ce lien-là, mais on ne peut pas enlever tout le substrat qui est là. Donc, du coup, en étant colonisé par la France, nous allons avoir un mode de gestion de la religion et des affaires politiques dans un État qui est forcément différent de ce que peut-être d'autres États non français peut-être vont proposer comme modèle. Donc certainement il y a eu, pour répondre à votre question, cette présence-là de l'histoire catholique dans, si vous voulez, la façon de gérer les choses en France. Et cela ne crée pas de malaise au niveau de la coexistence des communautés religieuses? Techniquement, il faut déjà partir de quelque chose. Ça, c'est un fait. Et deuxièmement, il fallait bien quand même que, de par l'histoire que nous avons eue avec la France, il y ait une interférence de l'histoire de la France sur nos traditions. Maintenant, le problème, c'est de travailler, comme on l'a rappelé, à faire en sorte qu'il n'y ait pas cette impression d'inéquité ou de traitement inégalitaire entre les communautés religieuses. Et ça peut se voir dans certains aspects, peut-être par exemple pour le jour de la grande prière, par exemple. On se rappelle que quand la décision a été prise lors d'un conseil des ministres, oui, de vendredi, quand la décision a été prise lors d'un conseil des ministres à Fada, c'était sous le procès Loada Augustin, et on n'avait pas initialement pris en compte en fait la prière de vendredi. Donc il a fallu qu'il y ait une interpellation sur ce point-là pour qu'on en tienne compte. Donc ça peut-être des aspects, voilà, qui peuvent peut-être être corrigés au fur et à mesure, mais comme je l'ai dit, il faut bien partir de quelque chose et peut-être réajuster en fonction du contexte qui est propre au Burkina Faso. Alors, je pose la question parce que sur ce même plateau, il y a, l'abbé Sanou était justement sur ce plateau, il y avait un invité par rapport au thème de la montée du discours radical religieux. Il y a un invité, le représentant de la Fédération des associations islamiques du Burkina en l'occurrence, avait justement relevé sur la question de la laïcité, parce qu'on l'avait abordé en filigrane, il avait relevé l'aspect de l'iniquité dans le traitement justement des religions. Oui, vous étiez justement sur ce plateau. Ça, oui. Mais justement, il ne faut pas trop focaliser la question sur la France, parce qu'en réalité, la France n'est pas le seul pays de la laïcité. Il y a, en fait, quelquefois, le nom est là et la chose n'est pas là. Et d'autres fois, la chose est là et le nom n'est pas là. Les États-Unis, c'est un pays laïque. Voilà. Et je pense que nous-mêmes, dans notre mise en œuvre de la laïcité, on est plus proche des États-Unis. Parce que là, voilà une société qui est croyante, décomplexée, qui, du point de vue de la croyance, qui manifeste cela. Et on dit également ici que nous sommes tous des croyants au Burkina. Et certains ne comprennent pas pourquoi on a un État laïque. Mais là-bas, c'est un État laïque dès le départ. Parce que la fédération, en fait, ça a été déjà dit clairement qu'il y a une séparation entre la religion et puis l'État. Donc, l'État ne subventionne pas les cultes là-bas. Il n'y a pas d'enseignement religieux. Voilà. En France, en réalité, il y a toute l'histoire dont vous avez parlé là, entre les églises, parce que l'église là-bas était une institution. Hein. Il y a eu d'abord la guerre des 30 ans, quand il y a eu la réforme protestante. Et c'est à partir de là que l'État a commencé à se déconfessionnaliser. Parce que l'État a dit, si je veux résoudre ce problème-là, il ne faut pas que je revête une forme confessionnelle qui était catholique. Et c'est là que ça a commencé. Et progressivement, après, avec la Révolution, effectivement, on a forcé l'Église à se démarier. Donc, ça a été vraiment une laïcité de combat. Et bon, après, ça s'est apaisé avec Napoléon. On a même remis en place le Concordat. Mais quand nous étions colonisés, en fait, ce que les gens oublient, il n'y avait plus déjà d'alliance entre l'Église et... Parce que c'est un long processus qui a abouti en 1905 à la loi. C'est une belle séparation. Voilà. En fait, ceux qui sont venus nous coloniser savaient déjà qu'il n'y avait plus d'alliance entre eux et puis l'Église. L'Église a profité de la pacification, entre guillemets, de l'Afrique
pour envoyer des missionnaires, mais ils ne sont pas venus par les mêmes routes. Les pères blancs ont pris la route de l'Algérie, ils ont même voulu traverser le Sahara, ils ont été massacrés plusieurs fois, plusieurs convois. Ils ne voulaient pas s'associer en fait. Et quand vous remarquez, quand ils sont venus ici, chaque fois que l'administration coloniale s'est installée quelque part, la mission allait se mettre dans la ville voisine. Voilà. Vous voyez Tenkodogo, coupé là. Vous voyez Tédougou, et puis nous. L'idée étant de ne pas faire de l'amalgame. Voilà. Même si, de toute façon, culturellement, ils étaient quand même dans la même culture. Et voilà. Et ça, on ne peut pas les nier. On a un héritage, si vous voulez, colonial de la laïcité, mais ça n'est pas une raison pour penser que le principe n'est pas universellement valable. Parce que je ne vois même pas un autre modèle pour nous. Parce que l'État au Burkina n'est pas né comme une séparation avec la religion. Parce qu'il n'y avait pas eu une fusion ou une union. Ce n'était pas la religion qui, enfin, les religieux qui dirigeaient. L'État moderne est né déjà avec une situation de pluralisme religieux, et je ne vois pas, ou bien il aurait fallu adopter le multiconfessionnalisme, et tout le monde en connaît les limites, il suffit de penser au Liban, ou bien c'est la laïcité. Et comme on a été sage d'adopter la laïcité, qui effectivement permet à chaque religion de s'exprimer dans l'espace, soit privé, soit public. C'est la laïcité qui sied le plus à notre modèle. À mon avis. Parce que si on fait l'inventaire des formes, c'est quelle religion qui peut avoir la légitimité de s'associer à l'État aujourd'hui? Il n'y a aucun critère qui puisse en droit valoir pour que une religion... Même pas le nombre? Le nombre n'est pas un critère de légitimité pour... même quand vous êtes à 99%, à cause de 1% là, vous voyez par exemple que pour la représentation des religions, les quotas, c'est la parité. On ne dit pas, comme vous êtes plus nombreux, et Ismaël lui sait, on fait la répartition paritaire. Voilà, si on dit 4 musulmans, ce sera 4 chrétiens qui vont se subdiviser en 2 évangéliques et puis 2 catholiques. Et puis 4 de la religion traditionnelle, puisqu'on considère quand même que ce sont les 3 religions les grands groupes religieux. Voilà, donc le nombre n'a pas... Le nombre n'est pas un critère, professeur. Oui, non, en fait, c'est-à-dire que le pays a choisi de dire que c'est le traitement égalitaire. Mais quand on regarde même en France, le traitement égalitaire, il n'est pas respecté. Il n'y a qu'à voir lorsqu'il y a une fête musulmane et qu'il y a une fête catholique. Même sur les plateaux de télé, ce n'est pas la même ferveur. Quand je regarde, quand Noël arrive, écoutez, tous les plateaux de télé sont au régime Noël, avec la décoration qui va avec les arbres de Noël et tout ça. Donc, est-ce que Noël, c'est pas une fête païenne? Non, c'est-à-dire, ce que je veux dire là, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on adopte dans le principe, mais il y a ce que le vécu, comment est-ce que l'application est faite. Quand il parlait des États-Unis, je te souviens un peu, mais quand un président des États-Unis est élu, il jure sur quel document? La Bible. C'est la Bible. C'est comme si finalement le christianisme était la religion d'État chez eux. Pourtant, il dit que c'est la laïcité. Et quand on regarde l'Iran, ça c'est l'islam. Et par contre, on va les appeler des États islamistes. Simplement parce qu'il y a une grosse dominante de musulmans. Mais on n'a jamais entendu qu'on appelait les États-Unis un État catholiciste ou quelque chose comme ça. Alors quand vous regardez l'Allemagne, et puis les pays scandinaves, c'est la domination du protestantisme. Vous voyez? Et c'est un leurre de vouloir dire d'ailleurs qu'on va faire une séparation nette entre la religion et la politique, l'idéologie, parce que le capitalisme dans sa forme moderne, ça résulte de l'esprit protestant. Ça, il faut lire Max Weber. Voilà. Les premiers qui ont commencé à épargner pour faire avoir des ressources à investir, des capitaux à investir, ce sont les protestants, les lutteurs. C'est eux qui ont commencé donc à épargner, mettre un peu d'argent de côté, et après ils ont commencé à investir au XVIIIe siècle, et tout ça investir dans le capitalisme. Donc le capitalisme est né du protestantisme. Alors maintenant, comment est-ce qu'on doit faire avec les religions? Parce que la religion, son rôle, c'est un rôle intégrateur.
Et si on revient au rôle intégrateur de la religion, ils ne vont pas aller se disperser dans les histoires de vouloir gérer la sphère politique. Et quand je disais que la famille, parce que l'intégration familiale se fait par la religion, on vous apprend les pratiques, dès que vous êtes né, dès que vous commencez à prendre conscience, on vous met dans le moule. Alors ça m'amène justement à parler d'un auteur dans ce domaine-là qui est Luis Althusser, qui dit que l'État a deux types d'appareils pour faire régner l'ordre et se faire respecter. Il y a les appareils idéologiques d'État et il y a les appareils répressifs d'État. Les appareils répressifs d'État, c'est l'armée, c'est la gendarmerie, c'est la police, c'est la justice à travers les prisons. Et donc ça c'est pour faire la répression. Quand quelqu'un commence à dévier, c'est à travers ces institutions-là que l'État amène l'ordre. Pour vous dire que si on respecte l'ordre normal, ça veut dire que l'armée même, c'est un appareil qui doit être soumis aux politiques et qui ne peut pas prendre de décision en dehors de ce que le politique veut faire de l'armée, de la police, parce que c'est pour mettre de l'ordre. Maintenant, les appareils idéologiques d'État, ce sont les églises, ce sont les mosquées, c'est la famille, c'est l'école. Quand vous voyez que l'État garde le contrôle de l'école, c'est que l'école est faite pour dresser le citoyen moderne, modèle dont l'État a besoin. Donc le contenu est contrôlé. Il ne vient pas à l'esprit d'un enseignant d'aller prendre un contenu en dehors de ce que l'État veut. Donc la construction des citoyens passe par l'école et passe par les églises et les mosquées qui sont au service de l'État pour l'aider à faire de l'homme quelqu'un qui a un esprit équilibré. Un citoyen modèle. Voilà, c'est ça. C'est ça. Justement, sur la question, parce que, enfin, à vous entendre, surtout sur les principes qui régissent la laïcité, c'est le traitement, je veux dire, égalité entre les différentes communautés, ce qui n'est pas forcément le cas, justement, dans le traitement. Je crois que au niveau de la communauté musulmane, pas pour faire la fixation, pour dire aujourd'hui, l'État traite bien l'Église par rapport à la communauté musulmane, mais il y a aussi ce reproche qui revient justement au niveau du traitement entre les différentes religions, surtout au niveau de l'islam. Oui, bon, je pense que ça s'explique. Hein. Ça s'explique déjà de par l'histoire du Burkina Faso. Comme Jean-Baptiste l'a rappelé, effectivement, les pères blancs, ils sont d'une culture donnée, le colonisateur est de la même culture. Donc déjà, c'est un point. Deuxièmement, il y a l'accès même aux Français, qui n'était pas commun aux leaders musulmans, qui pour l'essentiel n'étaient pas intéressés par l'appareil d'État, qui étaient plutôt dans leur commerce, qui étaient plutôt dans leurs activités d'agriculture, d'élevage. Donc ils ne se sont pas intéressés assez tôt à la gestion ou à donner leur avis sur comment les choses se passent. Même de nos jours, vous allez voir qu'il y a très peu qui osent prendre la parole, comme par exemple l'Église catholique le fait à certaines occasions pour dire voilà le point de vue de l'Église catholique sur tel aspect. Parce que dans la perception de certains leaders musulmans, la rupture, je veux dire la séparation est nette, laissons gérer, occupons-nous de la mosquée. Voilà, c'est peut-être par la suite qu'avec une certaine sensibilisation, que les gens ont commencé à réaliser qu'en fait l'État c'est tout le monde. Donc à ne rien dire sur la façon dont les choses sont gérées, on peut malheureusement vivre les conséquences en fait négatives de cette non-participation à la gestion. Donc d'où souvent le recours aux religieux, comme je l'ai dit dans certaines crises, mais aussi assez récemment lors des manifestations, où on voit déjà, on a vu un peu la levée de bouclier par rapport à l'utilisation de l'arabe alors que ce n'est que de la langue arabe. Il n'y a eu aucune référence aux valeurs de la religion. Et j'aime rappeler qu'en fait, si vous prenez l'essentiel des écoles primaires au Burkina Faso, c'est des franco-arabes, plus de 71%. Et l'arabe fait partie des langues de transmission des connaissances au Burkina. Le Burkina envoie ses élèves et ses étudiants dans des pays arabes qui étudient en arabe, qui reviennent. Donc, avoir une fixette sur une langue employée dans l'espace public par des gens qui ont la nationalité burkinabé, ça peut poser problème. Donc, c'est comme si on disait que, je ne sais pas, la veste... Et ce n'est pas un problème? Ça pose problème. Okay. Parce que c'est comme si on disait que la veste que vous portez vous donne plus de légitimité à parler des choses publiques que le boubou que quelqu'un porterait. Donc c'est un peu ce problème-là que ça peut poser. Et encore une fois, les gens n'étaient pas encore habitués à cette présence. Et du fait, comme je l'ai dit, premièrement, on estimait que c'était l'affaire des Blancs. Deuxièmement, on n'avait pas accès à la langue. Donc de façon générale, les gens étaient en retrait, faisaient leur commerce, ils étaient dans leur agriculture, ils étaient dans l'élevage. Donc c'est peut-être de plus en plus que ces mentalités-là sont en train de changer. Est-ce que l'État est impartial vis-à-vis des confessions religieuses?
En fait, sur cette question, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de l'équité et il y a l'aspect de la justice. Quand on parle de partialité, c'est prendre parti, c'est-à-dire afficher ouvertement. Il faut dire que toute l'élite, ou la grande partie de l'élite politique burkinabé, est d'une certaine confession religieuse, n'est-ce pas? Et assez récemment, on a très peu vu une élite musulmane, en fait, s'intéresser à la politique, comme je l'ai dit, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Voilà. Donc, ce n'est pas qu'on a été exclu, mais c'est peut-être que ça n'a pas intéressé certaines personnes. Donc, du coup, si les animateurs sont d'une certaine confession religieuse, on peut avoir cette impression, ou bien certains peuvent, dans l'exercice de leur mandat, bien évidemment, faire des propositions à d'autres. Juste un exemple, il y a l'église l'église de Djilungu, à Ziaré, qui est chez moi, où on a eu une rénovation par le fils terrible de Ziaré, entre guillemets, comme on l'appelait, mais on n'a pas eu un pendant, par exemple, pour une mosquée dans les environs. Donc, on avait parlé des mosquées de Wayouguia, de Ziaré, de Touga, mais ces mosquées avaient été négociées sous la Mizana, et c'est la concrétisation qui a eu lieu ultérieurement. Donc, c'est des exemples comme ça que les gens ont, et qui souvent donnent l'impression, en fait, effectivement, qu'il y a ce ressenti-là, qu'on n'est pas sur un pied d'égalité en matière de traitement par l'État. Mais il faut aller au-delà. Il faut demander à l'État de communiquer mieux, d'être plus dans la transparence, parce que l'ignorance est mauvaise conseillère. Quand je pense que, sans avoir des éléments concrets, ça peut poser problème. Donc c'est à l'État de le faire. Malheureusement, l'État a souvent tenu un discours confus. Et, par exemple, sur la question de la parité dans les représentations des organes créés par l'État, ça fait l'objet d'un point de discussion lors du Forum national sur la laïcité. Nous avons estimé que jusqu'à récemment, l'État pouvait mettre en place une structure et demander 2 musulmans, 2 catholiques, 2 protestants. Jusqu'à assez récemment, ça s'est fait. Et lors du forum oui, bon, la religion traditionnelle, comme on n'est pas dans la même configuration, souvent ils ne sont pas choses. Ils sont bien plus nombreux parce que, bon, quand on parle de religion traditionnelle, les gens vont voir les moussis, mais il faut prendre les bobos, il faut peut-être prendre les bissa, il faut prendre les dagari, voilà. Donc, c'est souvent difficile d'avoir un homme qui puisse permettre à tous ceux-là d'être représentés. Donc, du coup, on se focalise sur la religion traditionnelle du centre, qui est, si vous voulez, la religion traditionnelle, entre guillemets, Mouara. Voilà. Donc, jusqu'à assez récemment, c'était cette représentée. Nous avons estimé que si l'État doit aller dans le détail, qu'on prenne en compte peut-être les sunnites, les tijanites, etc., comme on prendra dans le détail les protestants, les catholiques et puis les autres, etc. Mais si on prend la grande famille religieuse, la famille de l'islam, que l'on prenne en face la famille religieuse chrétienne, et maintenant qu'il y ait, si vous voulez, des discussions au sein de chaque famille pour voir qui représente qui. Voilà. Donc ce point, par exemple, c'était un point assez caractéristique du traitement inégalitaire dont on a parlé tout à l'heure. Je crois que le procès voulait revenir là-dessus. Peut-être avant de... Non, juste par rapport au traitement inégalitaire, là. Très souvent, ce n'est pas le fait même de l'État. L'observation que moi j'ai pu faire en tant que sociologue, jusqu'à un passé récent, c'est que vous voyez que des communautés religieuses ont volontairement choisi des champs d'action. Ils parlaient tantôt de commerce et tout. Les musulmans, quand vous regardez les grosses fortunes du pays, du point de vue sociologique, c'est eux qui tiennent l'économie du pays. Les plus grosses fortunes, ce sont les musulmans. Ensuite, ceux qui sont arrivés à rentrer dans l'appareil d'État en termes de gestion, il y a beaucoup de protestants. Les catholiques, ils ont fait le choix d'être ce qu'on appelle l'opposition. C'est-à-dire, chaque fois que ça ne va pas, les seuls qui sortent pour écrire et puis dénoncer, c'est les catholiques. De sorte que, de mon observation sociologique, je pense qu'il y en a qui ont fait le choix d'être au centre de la gestion de l'appareil d'État politique, ce sont les protestants. Il y en a qui sont dans l'opposition pour dénoncer l'État, et les musulmans se contentaient jusqu'ici de faire les affaires, de faire leur commerce. Maintenant, on est en train d'observer un intéressement des musulmans à la politique. Et quand vous êtes sur certains forats, vous allez voir maintenant qu'ils ont décidé de quitter, pas d'abandonner la sphère économique, mais d'y être en s'intéressant à la politique. Mais de toute façon, je pense que si on admet que le pouvoir est d'inspiration divine, c'est qu'il n'y a pas une religion qui peut conseiller à ses ouailles, à ses fidèles, de ne pas s'intéresser à la gestion de la cité. En même temps, là vous allez répondre à la question, parce qu'on a
comme l'impression qu'il y a très récemment, enfin à partir des derniers événements qu'on a vécu, je vais parler de l'insurrection populaire, des coups d'État, et voilà, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, les musulmans se disent, on n'a jamais géré le pouvoir d'État, aujourd'hui c'est à notre tour de gérer le pouvoir d'État, d'être dans l'administration. Est-ce qu'en même temps ça ne crée pas... Bon, je pense que ça c'était des erreurs à ne pas commettre, puisque de toute façon, la musulmane était quoi? C'était musulman, ses germains étaient musulmans, c'est après qu'il est devenu protestant. Donc, ça veut dire que si on peut compter, on est au 3e président musulman. Donc ça, c'est l'erreur. Il faudra enlever cela de la tête des gens. Parce que le danger qui guette le pays, après avoir pris la victoire sur le terrorisme, c'est le combat qu'il faut engager contre l'extrémisme violent. Bon, toutes les régions ont eu leurs phases. Hein. Quand on regarde les chrétiens, il y a eu des phases d'extrémisme. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère où l'extrémisme rime avec l'islam. Et le discours que nous avons aujourd'hui ambiant, ce discours doit être déminé pour que les gens dépassionnent dépassionnent les débats et que le discours soit un discours républicain. Sinon, on va aller donc dans les extrêmes et même si on arrive à prendre victoire sur le terrorisme, pour ramener l'ordre dans la gestion de l'État, ça va être extrêmement compliqué parce qu'on aura remplacé un extrémisme par un autre extrémisme qui n'est pas bien pour notre pays. Pas bien. Oui, allez-y. Oui, justement, c'est le danger de l'État confessionnel, multiconfessionnel. Parce que là, c'est la tendance à faire des quotas. Et puis, bon, vous a dirigé, ou bien on va dire, si le président est musulman, il faut que le Premier ministre soit... Est-ce qu'on n'est pas dans cette option-là, au niveau de la laïcité même? Alors, moi, je souhaiterais qu'on ne fasse pas d'assignation identitaire quand il s'agit d'occuper les fonctions, et que ce soit la compétence, et qu'on y aille comme citoyen. Mais bien sûr, il faut des rééquilibrages, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est l'histoire qui explique ces déséquilibres-là. Et c'est en train de se rééquilibrer, puisqu'en fait, depuis quelques années quand même, il y a beaucoup de musulmans qui sont dans la sphère politique qui évolue là-bas. Et quand d'ailleurs il y a un gouvernement, vous voyez que c'est assez varié. En fait, certains aussi ont fait des fixations dans le passé. Je ne crois pas que ce soit encore le cas exactement de dire que il y a une répartition des tâches, les chrétiens dans la politique. Bon, c'est vrai, majoritairement, comme l'a dit le professeur, les musulmans sont dans le commerce, ils tiennent le commerce, import, export, tout cela. Et bon, c'est bien. Mais politiquement aussi, il n'y a pas une chasse gardée, je crois. C'est lié à des dynamiques d'instruction, d'ouverture à la culture d'État. Bon, et la division entre, c'est une parenthèse, hein, entre catholiques et évangéliques chez nous, en fait, tient à notre doctrine sur le rapport à l'État. La doctrine catholique est plus autonomiste, c'est-à-dire c'est vraiment l'autonomie des deux sphères. Et il y a deux catégories. Les clercs, c'est-à-dire les prêtres, les religieux, n'ont pas le droit de s'ingérer, de faire de la politique. Par contre, les laïcs, ils peuvent s'engager. C'est pourquoi on a cette impression qu'on fait un peu de l'opposition, mais pas la hiérarchie. C'est eux qui font les discours parce qu'ils sont en dehors. Mais les laïcs, les catholiques, ils sont dans la politique, hein. Souvent ils sont engagés. Et donc on a ces deux catégories-là. Alors que chez les évangéliques, la doctrine n'est pas très stricte. Hein. Vous pouvez être pasteur et puis vous engager à faire la politique. Le maire de Gousset, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est deux doctrines différentes. Okay. Et c'est pourquoi on voit ce... Mais je pense que les rééquilibrages vont se faire. Mais attention à la confessionnalisation de l'État. L'État n'est pas un gâteau à diviser. Si on entre dans ça là, je crois que ce n'est pas bon. Ben, si c'est la compétence, quitte à ce qu'on fasse des rééquilibrages nécessaires pour ménager les susceptibilités, c'est vrai que si par compétence des gens arrivent, puis on voit quand même qu'ils sont de la même religion, mais ça ne doit pas être un marqueur identitaire du premier ordre. Oui, voilà. Sinon, ça devient dangereux. On le dit parce que même quand l'imam Ismaël Tiendrewe dit qu'il y a eu une sortie où il y a eu des pancartes avec les écritures arabes, il y a en sourdine, même si ça ne le dit pas ouvertement, et même des politiques qui s'affichent derrière justement ce marqueur religieux-là, voilà,
pour justement dire c'est à notre tour aujourd'hui de gérer. En même temps, quel est le danger qui guette le pays par rapport à justement ce backer-là et qu'est-ce qu'on y gagne en ayant un État laïque fort? Je pense que déjà, si on a un État laïque fort, chacun va trouver son compte. Et l'État laïque fort, ce n'est pas un État intrusif dans la sphère du religieux. C'est un État qui se consacre à ce qu'il fait et qui laisse aux religieux le soin de dire leur discours et de vivre leurs pratiques religieuses sans discrimination aucune, comme je l'ai rappelé en rappelant les dispositions de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination religieuse, raciale, etc. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Et ce qu'il faut ajouter également, c'est qu'en réalité, ce cri qui sourd de la masse relativement, par exemple, à une opportunité qui se présente, c'est également un indicateur, en fait, d'une certaine frustration. Et cette frustration, elle peut être justifiée ou non, mais elle est là. Donc c'est comment gérer, comment désamorcer cette frustration. Ce n'est certainement pas en prenant la plume, comme on l'a vu, pour dire aux gens, on ne vous avait pas entendu, on ne veut plus vous entendre, parce que vous vous exprimez en arabe, parce que vous portez le voile, parce que vous portez le bonnet. Si on fait ça, on va rajouter de la frustration à la frustration. Voilà, donc c'est d'expliquer. Et c'est surtout à l'État, de par son attitude, de convaincre les confessions religieuses qu'elles ne feront pas mieux si c'était elles qui étaient à la place de l'État. Parce que l'État garantit leur liberté. Au cas où il y a des besoins spécifiques, l'État va aider à satisfaire ces besoins spécifiques. Donc du coup, les gens sont en équilibre et ça va permettre aux uns aux autres de vivre en harmonie. Parce que ce n'est pas sûr que si un groupe confessionnalise ou confisque le pouvoir d'État, ce soit à l'avantage d'autres groupes et que cette confiscation ne va certainement pas permettre à l'État d'être stable parce qu'il y aura des tensions, il y aura des accusations certainement qui ne seront pas fondées. Parce qu'on n'est pas aux affaires, on pense que voilà. Finalement, est-ce que c'est à l'État et au culte, je veux dire les confessions religieuses, de décider de ce que serait la laïcité dans un pays? C'est au Burkina Faso de façon générale. Est-ce que c'est pas une question, c'est quand même le rôle du politique. Parce que toutes ces institutions doivent être soumises aux politiques. Et la destinée à prendre, c'est le travail du politique. Maintenant, le politique ne peut pas également aller s'asseoir et puis prendre les choses comme ça à la légère. C'est-à-dire qu'il faut de larges concertations. Mais aujourd'hui, il faut estimer que nous avons quand même un modèle qui, jusqu'ici, me semble-t-il, est le meilleur modèle. De dire qu'il faut traiter de façon égalitaire les religions et que ceux qui ont la compétence pour gérer l'appareil d'État gèrent l'appareil d'État. Si vous voyagez beaucoup, moi j'étais au Tchad, Djamena. Il y a les cimetières même, il y a des cimetières des chrétiens, des cimetières des musulmans. Mais ici, qu'est-ce que vous avez ça ici? Vous rentrez au cimetière, vous verrez toutes sortes de noms. Et ça, je pense que même, ce n'est pas au niveau de la mort qu'il faut commencer encore à faire des séparations. Mais alors, c'est-à-dire simplement, ce modèle doit être préservé. Et moi, j'ai un professeur, paix à son âme, le professeur Nyamba André, changement social, qui souvent il plaisante à le dire, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que les Burkinabés, ils sont malins, ils prennent 3 noms. Quelqu'un peut s'appeler Tanga, Moussa, Isaac ou Moïse. Bon, les parents, ils donnent les 3 noms, mais si demain Dieu est musulman, tant mieux. Si les chrétiens, tant mieux. Si c'est un traditionnaliste, tant mieux. Mais en fait, c'est le modèle de coexistence. On ne peut pas s'offusquer de trouver que quelqu'un s'appelle à la fois Tanga, Moïse, Moussa. C'est parce que nous sommes tolérants. Et en même temps, le jour de fête, mais des gens de toute confession, on se fréquente. Je pense que c'est ça le modèle qu'il faut préserver. Et que les gens... Est-ce que ce modèle n'est pas en train de s'éroder aujourd'hui avec la situation sécuritaire qu'on vit? Non, il va s'éroder si les gens n'arrivent pas à polisser le discours. Il faut faire en sorte que chacun reste dans son rôle. Et alors, j'en arrive donc à l'appréciation, à la formule d'Urkheim, qui disait qu'à travers la religion, ce n'est pas Dieu que les hommes adorent, mais la société. Autrement dit, il faut croire. Parce que si vous croyez, même si Dieu n'existe pas,
au moins vous aurez fait moins de mal pour la société. Parce qu'il n'y a pas une religion qui enseigne les gens à faire du mal. Donc, c'est faites du bien. Aimez-vous les uns les autres. Et donc, finalement, on adore Dieu, certainement. Mais on adore la société. Et le discours religieux, quand je dis que c'est son rôle, principal rôle, c'est le rôle d'intégration de l'individu dans la société, c'est le fait de dire aux gens, voilà comment on doit se conduire dans cette société burkinabé. Si toutes les confessions ont ce discours positif, il ne viendrait pas à l'esprit d'un individu lambda d'aller produire du mal. Sauf qu'il y a une religion dont les groupes armés, je veux dire ces individus non identifiés qui se prévalent et qui en même temps qui détaillent justement sur la religion. Ismaël Tenewego. Oui, en fait, il y a deux aspects. Le premier aspect, j'ai l'habitude de rappeler, le Burkina Faso n'existe pas depuis 2015. Les musulmans ne sont pas au Burkina depuis 2015. Les peuples ne sont pas au Burkina depuis 2015. Cette partie du Burkina n'était pas instable. Il n'y avait pas ce que nous voyons actuellement. Donc si c'était du fait de la religion, si c'était du fait de l'appartenance ethnique, on aurait vu cette turbulence-là dans cette zone en même temps que l'installation de ces groupes religieux ou de ces groupes ethniques dans la zone. Deuxièmement, il faut rappeler qu'en réalité, il y a aussi ce que les médias font comme portrait. Okay. Si vous prenez en Afrique, le premier terroriste africain, ou l'ennemi public numéro 1 qui a fait plus que Boko Haram, peu de gens le savent. Mais c'est un chrétien, n'est-ce pas, qui s'appelle Joseph Kony, qui veut restaurer les 10 commandements de la Bible dans la région de l'Ouganda. Donc c'est le plus grand terrorisme, mais peu en entendre parler. Si vous prenez au Sénégal, vous avez l'abbé Diamacoune Senghor, qui est à la tête d'une rébellion contre le pouvoir central sénégalais. Mais on en parle très peu. Ça peut s'expliquer. Si vous regardez les grandes guerres de prédation, que ce soit l'Irak, que ce soit l'Afghanistan, c'était des nations occidentales contre des guerres mondiales, c'était un Japonais, voilà. Le kamikaze. Exactement. Oui, mais surtout, ces guerres de prédation contre le monde arabo-musulman a sécrété un discours de justification de la guerre qui a impacté négativement sur l'image que les gens ont de l'islam. Voilà. Donc vous avez ça. Et souvent, je le rappelle, quand vous prenez actuellement, le ministre Lecornu en France disait que le dernier film, le Wakanda Forever, était négatif par rapport à la France parce qu'on donnait une image de la France qui n'était pas ce qu'elle est. Si vous prenez l'essentiel des films d'action, le terroriste, c'est un musulman ou quelqu'un qui a les traits d'un arabe. Voilà, donc depuis la nuit des temps, il y a... Vous dites que les médias, les technologies... Oui, les médias ont grossi ça, oui, du terrorisme. Oui, il y a ça. Okay. Et je ne pense pas à l'heure actuelle que ceux qui prétendent, entre guillemets, invoquer la religion fassent vraiment une guerre au nom de la religion. Et j'aime rappeler cette étude-là au Mali qui a montré que la religion, l'explication, la raison religieuse venait en troisième position dans l'explication de l'engagement des acteurs dans les groupes terroristes. Donc il y a autre chose. Comme je l'ai rappelé, si c'était la religion, ça allait se savoir depuis longtemps. Okay. Voilà. Mais maintenant, je ne dis pas, si vous prenez une région comme le Sahel, à majorité musulmane, s'il y a des éléments, c'est normal qu'il y ait une surreprésentation d'un groupe religieux donné dans ces éléments. Si ça avait été ailleurs, on aurait certainement eu une surreprésentation. Mais c'est cette région qui est la plus malade, j'allais dire. Monsieur Labavon, en même temps que vous réagissez, je vais vous demander de donner, selon vous, les mécanismes qui vont maintenir justement cette laïcité du Burkina, parce que le professeur l'a relevé, c'est dans la sous-région, c'est quand même l'un des exemples les plus patents. D'accord, je voudrais pas nuancer, parce que ce qu'il dit est vrai, il faut élargir la perspective. Maintenant, il ne faut pas aussi faire une déflation du terme de terrorisme. Hein. Et voilà, parce que c'est vrai, l'armée de résistance du Seigneur qui est en Ouganda, c'est né d'une mystique. Après, ça a été pris, le relais a été effectivement celui des gens qui se sont attaqués à l'État. Ça a été circonscrit, ça a débordé sur le Congo après. Mais bon, pour l'abbé Yamakoum, c'est différent quand même. En fait, c'était un mouvement sécessionniste, irrédentiste. Et par rapport à Casamance, c'était contre les injustices. C'est vrai que, bon, c'est vrai, le Sénégal, c'est le grenier du Sénégal, mais aussi ça a été une région qui, politiquement, a été négligée. Et lui, il revendiquait pacifiquement, mais après, il y a eu un bras armé
Lui-même, il est mort, hein, mais voilà, c'est ça. Et pour revenir maintenant à notre question de la laïcité, c'est qu'il y a un avant-projet de texte en relecture. Oui, je voudrais ajouter un point. Il y a quand même un facteur exogène. C'est vrai qu'on est en paix. C'est-à-dire que c'est notre conception de la coexistence religieuse, interreligieuse, là, qui a été perturbée par des facteurs exogènes, qui sont venus du Mali. Et ça, on ne peut pas les nier. Maintenant, ils sont venus peut-être avec une vision idéologique de la religion et qui a perturbé les gens. On a l'impression qu'il y a deux conceptions de la religion. La majoritaire, c'est toujours ceux avec qui on vit, qui sont vraiment voilà, tolérants. Et puis une minorité de gens un peu, bon, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas leur raison, mais qui sont venus perturber l'équilibre. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Avec les terroristes. Voilà, c'est ça. Bon, voilà, c'est ce que je voulais nuancer. Maintenant, pour revenir à... Voilà, effectivement. Pour revenir à la laïcité sous la forme où nous la vivons, et le professeur l'a dit, la mixité sociale, là, il faut qu'on la sauvegarde. Parce que c'est ça aussi qui fait que la laïcité peut vivre. Parce que si on était séparés dans les espaces, la laïcité n'aurait même pas de sens. En ce moment, peut-être il aurait fallu en ce moment un État multiconfessionnel, un peu comme au Liban, où bon, on divise les pouvoirs. Mais comme nous vivons ensemble, il n'y a que cette formule de la laïcité-là qui peut permettre de gérer la coexistence des libertés, les interactions, en gardant comme seule limite la norme commune. Et bon, une loi quand même qui est adaptée à nos réalités, par exemple la liberté d'opinion, va avoir comme limite, par exemple, de ne pas offenser la religion d'autrui. C'est que, par exemple, en France, par exemple, la liberté de blasphème ne va pas exister chez nous ici. Vous voyez? Donc, il y a quand même une différence avec la laïcité à la française. Et puis, la caricature, ça ne peut pas avoir... Il faut tout faire pour sauvegarder. Il faut qu'on sauvegarde vraiment ces modèles-là. Ouais. Justement, comment on le fait pour sauvegarder ce modèle? Comment on fait par rapport à la gouvernance de la laïcité, prendre en compte la gouvernance de la laïcité avec l'agenda musulman, par exemple, à l'agenda public, mais l'agenda aussi chrétien par rapport à l'agenda public? Oui, encore une fois, pour moi, c'est la responsabilité entière des gouvernants. Bon, c'est comme dans une famille. Vous avez le chef de famille et il met de l'ordre dans sa famille. Bon, on ne peut pas être complaisant avec ses enfants. Quand ils sortent du chemin droit, on les ramène à l'ordre. Et je pense ici également, c'est à l'État d'avoir la responsabilité d'interpellation. Si une confession donnée veut remettre en cause les équilibres établis en termes de traitement égalitaire, je pense que quel que soit ce qu'ils peuvent vous apporter, votre responsabilité, c'est de leur dire il y a une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Parce que si vous faites cela, vous allez remettre en cause tout ce qui a fait que nous avons pu tenir ensemble de tout le temps, et nous pensons que nous devons léguer cela en héritage à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, ça doit venir de là. Mais les acteurs ne peuvent pas s'auto-censurer. Tant est qu'aujourd'hui, ils sont dans la passion, ils sont dans la ferveur. Bon, la limite, comme je dis, il y a les appareils idéologiques. Mais si l'appareil idéologique quitte son rôle d'appareil idéologique, il faut aller chercher les appareils répressifs pour leur faire comprendre qu'il y a quelqu'un qui est là pour mettre de l'ordre. Voilà. Il ne faut pas qu'on en arrive à des coups de fouet, mais que peut-être par la sensibilisation ou par autre, que les gens comprennent que si on veut un pays qui reste encore un pays unifié, si on veut des citoyens qui puissent coexister et cohabiter pacifiquement, il faut que chacun reste dans son rôle et que chacun sache que c'est l'État qui a décidé d'aller sur cette laïcité sous forme de traitement égalitaire et que si ça doit être perturbé, l'État doit siffler la fin de la récréation. Il y a un point par rapport auquel j'avais voulu réagir, c'est-à-dire la question de la langue. Là aussi, il ne faut pas faire l'amalgame. Bon, si l'arabe a été la langue pour porter la religion musulmane, on ne peut pas confondre l'arabe et la religion musulmane. Maintenant, notre pays a des intérêts avec tous les pays du monde. Ça n'offusque personne qu'on parle le français,
et quand on va rencontrer les Français. Ça n'offusque personne qu'on parle l'anglais, parce qu'il faut qu'on parle anglais quand c'est des pays anglophones. Mais nous avons fait le choix aujourd'hui de traiter beaucoup avec les pays arabes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de financements qui nous viennent de ces pays arabes. Si je veux parler d'un département comme l'enseignement supérieur que j'ai eu à gérer, mais les gros investissements pour les universités, c'est la BADEA au FIDOPET, donc dont le siège est à Khartoum, et qui exige d'ailleurs que pour les chantiers, il faut qu'il y ait une entreprise arabe avec une entreprise burkinabé qui aille en consortium. Mais si nous, on ne peut pas parler la langue de ces gens-là, comment vous voulez qu'on aille négocier avec eux pour tirer le meilleur profit de notre collaboration? C'est ça qui a fait que moi, j'ai demandé, parce que le département d'arabe ça avait disparu à l'université Joseph Kizerbo, mais moi j'ai fait rétablir le département d'arabe. Ça c'est le rôle de l'État aussi pour qu'on ait un arabe contrôlé, parce que si on le fait dans le cadre d'une université, je suis sûr que ça va être un apprentissage qui va être au service de la nation. Merci, professeur Alkassoum Maïga. Malheureusement, nous sommes au thème de cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo au département de sociologie. L'abbé Jean-Baptiste Sanou, qui est philosophe, enseignant-chercheur également à l'université Saint-Thomas d'Aquin. Et puis l'imam Ismaël Tiendrebego, imam au CERFI à l'AMB, qui est juriste de formation. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.